L'actualité au féminin sera décortiquée sur ce plateau par deux dames. C'est vrai qu'elles sont dans deux secteurs différents, mais reliées par un point, c'est la politique. Il s'agit d'abord de Dr Mwimba Rissa Simaningo-Georgette. Elle est dentiste et chirurgien, vice-présidente du collectif des femmes de la majorité présidentielle. Madame, bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Et à côté d'elle, nous avons Madame Carole Zaina Katanga. Elle est femme entrepreneur. C'est pourquoi je le disais au début qu'elles sont dans deux secteurs différents, mais un point les relie. Elle est également cofondatrice et trésorière du collectif des femmes de la majorité présidentielle. Bienvenue sur ce plateau, madame. Alors, nous avons eu une semaine très alimentée sur le plan politique continental par la prestation des serments la semaine dernière de Madame Catherine Samba comme chef d'État par rapport à la transition en République centrafricaine. Finalement, la méritocratie l'a remporté dans ce pays, madame. Je commence par vous, docteur. Oui, je vois qu'effectivement, la méritocratie est appliquée en Afrique. On a vu que l'élection de Madame Catherine, c'est vraiment une fierté pour la femme africaine. Ça nous fait une deuxième dame qui dirige un pays en Afrique. En tout cas, c'est une grande fierté et cela nous donne encore beaucoup de leçons dans la vie. Ça nous permet maintenant de nous préparer, de nous organiser, de ne pas nous décourager parce qu'on a vu l'exemple de Madame Catherine, on se dit que ça peut arriver. Ça peut arriver chez nous comme ça peut arriver aussi encore ailleurs. Ça redonne l'espoir aux femmes qui sont militantes dans ce secteur de la politique, c'est vrai, hein, madame? Oui, c'est vrai, mais pas seulement dans le secteur de la politique, parce que dans son parcours, Catherine, elle est de la société civile. Oui, elle a plus œuvré dans la société civile. Elle a beaucoup plus œuvré dans la société civile, dans le droit de l'homme et tout. Elle est vraiment une activiste. Et pour moi, je dirais, c'est une avancée considérable en politique pour l'Afrique et pour les femmes. Pour dire que femmes politiques ou femmes de la société civile, faites bien votre travail, prenez-le au sérieux et un jour vous accéderez à la tête du pays comme elle. Et en plus, dans ce pays qui est déchiré par la guerre, par les conflits entre centrafricains, religieux, interreligieux et tout. Il fallait vraiment qu'une femme vienne quand même pour essayer de tempérer les tensions. Elle ira avec son cœur. Moi, je trouve que c'est un cadeau empoisonné parce qu'elle prend le pouvoir quand c'est très chaud. Ça ne sera pas tâche facile pour elle. Hein? Non, pas du tout, je pense. Oui, ce ne sera pas tâche facile pour elle parce qu'elle a trouvé des conflits très sérieux. Mais vous savez, quelque part, nous pouvons nous recourir à la parole de Dieu. La Bible nous dit, quand les hommes étaient faibles en Israël, une femme s'est levée, Déborah, qui était juge et prophétesse en Israël. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une première quand une femme se lève pour gérer les conflits. Et c'est un don qui est donné aussi aux femmes, de gérer les conflits. Quand nous avons dans nos maisons des conflits entre enfants, nous les gérons avec un cœur de mère. Or, maintenant aussi, la République centrafricaine a besoin d'un cœur de mère et aussi d'une femme dynamique comme elle. Mais je crois que la tâche n'est pas facile. Mais je suis optimiste, elle s'en sortira. Vous l'encouragez, hein, docteur? Et elle s'en sortira. C'est vrai, elle est troisième femme à être présidente après le Libéria et le Malawi. Ça fait quand même une fierté pour l'Afrique qui attend beaucoup. Nous attendons qu'au-delà de ces 50 pays, qu'on ait quand même la moitié, pourquoi pas. Ça prouve que la parité est de mise dans le continent. Alors, je prends maintenant la grande actualité qui vous amène sur ce plateau, c'est la mise en place de cette caisse de solidarité nationale. D'abord, pourquoi avoir choisi ce concept de solidarité nationale? Je ne sais pas qui se jette à l'eau, c'est Madame Georgette ou c'est Madame Carole. Je crois que Madame Georgette est prête à parler. Bon, en fait, la question que vous posez, vous demandez pourquoi nationale. C'est parce que la caisse concerne tout le monde, concerne toute la population. C'est une caisse qui nous permettra d'aider, de secourir les victimes de guerre, les victimes de catastrophes naturelles.
C'est pourquoi nous avons appelé ça national. Caisse de solidarité, Caisse de solidarité, oui. nationale. Madame, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, moi, je voudrais pas vraiment une chose à ajouter avant. Je voudrais d'abord revenir en arrière. Nous ne pouvons pas parler de la Caisse de la solidarité sans parler du COFEMAP, qui est le géniteur de la Caisse. COFEMAP, le collectif des femmes de la majorité présidentielle. Les femmes se sont mises ensemble, donc les femmes leaders des partis politiques. Par exemple, moi, je suis la présidente de la Ligue des femmes du Panader, le parti cher à Jean-Marie Boulambo. Et elle est présidente de la Ligue des femmes des ULDC de l'excellence Raymond Tchibanda. Donc, ces femmes se sont mises ensemble et elles se sont dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, des calamités naturelles, des catastrophes, des guerres par-ci par-là, les seigneurs de guerre qui se lèvent par-ci par-là, à l'est, au Katanga et partout. Et ce sont les populations qui en payent les frais. Ce sont les populations, oui, qui en pâtissent. Et cette guerre laisse des préjudices. Ça fait beaucoup de morts, beaucoup des orphelins, beaucoup des veuves, beaucoup de femmes victimes des viols qui ne parviennent plus à se relever, beaucoup de problèmes. Alors, les femmes se sont dit, mais seul le gouvernement ne pourra pas seulement, ou chaque fois qu'il y aura un problème, la population se dira « Maman Olive, Yakota el Abisso Likamboyo, gouvernement Yaka ». Nous nous sommes dit qu'il est temps que le Congolais se prenne en charge, qu'on comprenne, qu'on utilise enfin l'héritage que nous a laissé Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila nous a dit « Prenez-vous en charge ». Mais cette caisse-là, au fait, c'est l'autoprise en charge des Congolais par les Congolais. Alors, comment ça se passe par rapport à cette caisse de solidarité nationale? C'est vrai que vous l'avez déjà lancée officiellement, les collectes, mais comment ça se passe? Vous avez l'occasion d'expliquer aux populations qui nous suivent. La caisse, elle a été lancée officiellement le 20 décembre à l'Hôtel du Fleuve. C'est là qu'il y a eu la cérémonie de lancement. Et cette caisse-là, au fait, le collectif ne gère pas seul. Le collectif travaille collégialement avec les confessions religieuses, donc toutes les confessions religieuses et les églises indépendantes, évidemment. Les femmes ou les confessions religieuses? Les femmes des confessions religieuses? Non, pas seulement les femmes, parce que la caisse n'est pas seulement pour les femmes. Et les hommes, parce que nous n'avons pas signé des statuts avec les femmes. Nous avons signé avec des hommes que les confessions religieuses nous ont envoyés. Avec RSC, avec les Kimbanguistes, avec les CC, avec les musulmans. Nous avons signé ensemble d'un commun accord et nous gérons ensemble cette caisse. Et les récoltes se font dans des églises, dans leurs églises à eux. Nous allons une fois le mois pour faire la récolte, après avoir évidemment parlé, expliqué à la population, aux membres des églises, leur expliquer le bienfait de la Caisse de solidarité nationale, quels sont les objectifs, qu'est-ce que cette caisse poursuit, qu'est-ce qu'elle veut exactement. Quand nous leur parlons, bon, et après c'est la collecte une seule fois le mois, mais qu'on n'a vraiment pas encore commencé avec... Nous sommes encore dans les faibles commencements. Nous n'avons pas vraiment fait beaucoup de récoltes, on vient à peine de commencer. Et là, nous faisons des récoltes aussi dans les marchés. Quand vous allez dans les marchés, on va dans le marché sensibiliser les femmes, les hommes qui vendent, leur parler de la caisse. Vous avez des bacs ou c'est parce que quand vous parlez, par exemple, d'une récolte qui s'est faite via la voie bancaire, c'est pas tout le monde qui a la culture de la banque. Vous avez des paniers, vous avez des caisses, vraiment comme on avait dans le temps. Ou comment ça se passe, Madame Georgette? Effectivement, nous avons des caisses qui sont placées par-ci, par-là, dans les grandes alimentations. C'est écrit Caisse de solidarité nationale. Oui, c'est Caisse de solidarité nationale. On a écrit donner c'est aimer, aimer c'est donner. Il y a même les gens qui font les collectes au marché portent des t-shirts avec l'effigie, le logo de la caisse. Oui, dans les marchés, on circule, on explique, dans les églises, on explique. Et c'est là que nous avons placé les caisses. Et à la fin de chaque mois, on ira récolter. Sauf dans les marchés. Dans les marchés, là, on arrive, on explique. Et séance de Nantes, les personnes circulent pour avoir la petite collecte des mamans et des papas qui vendent au marché.
Et souvent, les gens sont réticents par rapport à la tenue de cette caisse. Les gens se disent, mais on va donner, et puis par moment, les résultats escomptés, ce n'est pas ce qu'on attendait. Il y a trop d'explications qui se donnent. Est-ce que vous avez pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de déception au niveau des Congolais, justement, par rapport à cette récolte? Oui, justement, toutes les dispositions ont été prises pour que les Congolais ne soient pas déçus. En fait, nous avons des commissaires aux comptes qui viennent pour contrôler, voir comment vous avez fait des collectes et comment vous avez affecté cet argent. Et aussi, chaque confession religieuse s'occupe d'un département donné. Par exemple, les kimbanguistes, ce sont eux qui s'occupent des finances. Pourquoi seulement les kimbanguistes? Parce que vous avez vu en eux ce talent-là de bien gérer ou vous reprochez les uns de quelque chose? Non, pas du tout. On ne reproche pas les autres. Mais c'est seulement le choix qui a été comme ça. Ce n'est pas parce qu'eux gèrent bien ou non. On ne les a jamais vus gérer quelque chose, mais c'est le choix que nous avions eu à faire. Les kimbanguistes s'occupent des finances et l'armée du salut, par exemple, c'est l'identification des victimes. Là, vous ne posez pas pourquoi on les a choisis. Oui, s'il y a une réponse, vous pouvez la donner. Pourquoi l'armée du salut? Non, c'est pourquoi je vous dis, c'est comme ça, nous avons choisi, placé comme ça. L'armée du salut s'occupe de l'identification des victimes. Les CC, c'est le DGA, le directeur général adjoint. Il est de l'ECC. Donc, d'un commun accord, dans une réunion, séance tenante, nous avons placé comme ça, ensemble. Bon. C'était la répartition des postes, comme ça. Puisque ça concerne tout le monde, il fallait aussi associer tout le monde. Tout le monde se retrouve à la patte pour travailler, être impliqué, justement. Est-ce que vous avez déjà un plan d'action d'ici, par exemple, un deadline que vous êtes fixé d'ici, je donne un exemple, juin, si nous avons tel montant, nous allons faire ceci. Est-ce qu'il y a un plan d'action par rapport à l'objectif même des récoltes que vous aurez d'ici quelque temps? Oui. Ouais. Bon, il y a un plan d'action parce que, bon, il y a 2 semaines, je crois, on a été rendre visite à une famille qui a perdu 2 enfants et une maman dans une des catastrophes qu'il y a eu, une pluie. Après la pluie, oui. À Kisenso. On s'est dit, bon, on a été, on a vu et nous sommes en train de nous organiser pour aller faire notre première action ici à Kinshasa. Oui, madame. Vous savez, nous avons, c'est vrai, comme maman l'a dit tout à l'heure, un plan d'action qui est vraiment en étude, mais aussi la caisse, en fait, elle ne soutient pas seulement les victimes de guerre. Ceux qui connaissent aussi des catastrophes naturelles, comme maman l'a dit. Et quand il y a catastrophe naturelle, il n'y a pas un plan d'action pour ça. Par exemple, ce qui s'est passé à Mbujimaï, il y a eu explosion, beaucoup de personnes ont été victimes et tout. Et ça ne demande pas... La caisse, elle agit en 2 volets. Il y a des plans, il y a un plan d'action, des projets à court terme, à long terme, à moyen terme, à long terme. C'est que nous avons déjà planifié, mais aussi, comme elle s'occupe aussi des catastrophes naturelles, elle vient en aide pour ça. Là, pour ça, nous n'avons pas vraiment de plan d'action. C'est quand ça arrive qu'on agit. Mais par exemple, pour les victimes de guerre, pour Goma, parce qu'il n'y a pas les viols, il n'y a pas seulement à Goma. Même ici, à Kinshasa, il y a des femmes qui sont victimes de viols. Il y a des hommes qui sont victimes aussi. Ils rencontrent un bandit en route avec le phénomène Kuluna qui a eu dernièrement dans notre ville ici. On ampute la main, la jambe, l'homme reste invalide. Et la caisse est là pour soutenir tant soit peu, alléger un peu la douleur ou le mal que cette personne a eu à connaître. Finalement, ce ne serait pas une manière d'attirer aussi tout ce monde au sein de votre plateforme? Bon, c'est comme ça qu'on a dit qu'il y a toute une équipe qui est chargée
d'aller voir ce qu'il y a réellement comme... Sur le terrain. Oui, voir sur le terrain. Et si c'est parce que si on ne fait pas ça, on aura tout Kinshasa, toute la RDC derrière le dos. Des problèmes, donc, il y en a. Donc il faut vraiment tous les identifier jours. les victimes réelles, qui sont réellement victimes, et savoir comment... Ça, c'est la responsabilité de l'armée du salut, hein, qui s'occupe de l'identification des victimes. Mais tout à l'heure, vous aviez parlé d'attirer les gens à notre plateforme. Oui. En fait, le COFEMAP a seulement eu l'initiative de faire la caisse, de créer la caisse de la solidarité. Mais le COFEMAP n'est pas lié à la caisse. La majorité présidentielle n'est pas liée à la caisse. La caisse, elle est autonome. Tel que je suis là, le secrétaire général de la majorité présidentielle n'a rien à faire dans la caisse. Il ne connaît pas, ce n'est pas une histoire de la majorité. Mais les femmes, elles ont eu une initiative. Bien que nous sommes les femmes politiques, les femmes de la majorité présidentielle, nous ne pouvons pas cacher notre identité pour dire que la caisse, l'initiative de la caisse est tombée du ciel. L'initiative de la caisse, elle est venue de nous. On ne change pas l'histoire, c'est comme ça. Elle est venue, elle a été engendrée par les femmes de la majorité. Mais la caisse, elle est apolitique. Oui, je voulais juste savoir la s'il y a des caisse, dessous elle des n'a cartes, pas de religion. La caisse, elle est apolitique. Je peux vous dire, par exemple, aujourd'hui, vous allez dire, les victimes de Kisensola, est-ce qu'on a seulement eu le temps de leur demander, en 2011, tu as voté qui? Tu as voté pour Kabila ou tu as voté en opposant? même temps, nous te venons en aide, tu as une carte d'adhésion, ça peut aussi se faire, non? Non, pas du tout. Nous n'avons pas le temps de demander ça. Par exemple, les victimes de Mbujimaï, nous irons leur demander qui est-ce que vous avez voté en 2011 avant que nous ne puissions vous soutenir. Ça ne se passe pas comme ça. Dans la charité, dans la solidarité, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de connotation. Même si tu es de l'opposition, si aujourd'hui je te trouve dans une position de faiblesse, je peux te relever. Et même si je suis de la majorité, quelqu'un de l'opposition me trouve malade, elle peut m'aider. Tout à fait. Voilà. Dans l'amour du prochain, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de tendance politique. J'aimerais quand même que vous puissiez, au cours de cette émission, pousser les Congolais à avoir un œil sur cette caisse-là en faisant un geste, parce qu'on ne sait pas quand ça arrive et chez qui ça peut arriver. Hein? Oui, c'est très important. Comme vous l'avez dit au début, Madame Zaina l'a dit, que c'était une autoprise en charge par les Congolais eux-mêmes. Oui. Bon, nous demandons à la population congolaise, d'être attentive à ce que la Caisse de solidarité est en train de faire. C'est une caisse qui peut m'aider moi aujourd'hui, qui peut aider Mme Zaina, qui peut vous aider aussi un jour. Soyons sensibles aux problèmes des autres. C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans le besoin, celui qui a un peu de moyens peut toujours aider. C'est comme ça que cette caisse a été créée. Et on ne demande pas que les Congolais cotisent des millions dans cette caisse. Il y en a qui peuvent mettre 50 francs. Celui qui a 500 francs peut mettre. Celui qui a 200 francs peut mettre. Donc, c'est le tout ensemble, ça constitue un montant qui peut permettre à ce qu'on intervienne pour les victimes qui ont des problèmes par-ci, par-là. Tout à fait. Oui, je crois que prochainement, sur ce plateau, nous emmènerons le modèle de la caisse, le logo, pour que partout où la population congolaise retrouvera la caisse, retrouvera ce logo, qu'il sache que la caisse de la solidarité est là, il pourra jeter un 50 francs, un 100 francs. Par exemple, maintenant, nous avons déjà placé à Acropolis, sur Victoire là-bas, il y a une caisse là-bas, mais nous allons aussi élargir dans les supermarchés, dans des endroits publics qui permettra, même à vous, quand vous passez faire vos petits achats à Pelouse Store, il vous reste un petit 50 francs, vous jetez dedans pour soutenir les Congolais. Cette caisse-là n'est pas seulement pour les ministres, cette caisse-là n'est pas seulement pour les gens, les bailleurs de fonds ou bien les gens qui sont nantis, qui ont beaucoup d'argent, les colons. Non, c'est beaucoup plus pour le petit peuple. C'est beaucoup plus pour la population à la base. Parce que si la population à la base comprend les bienfaits de cette caisse et se dira, je me retrouve dedans, dans cette caisse, et si je mettais mon 50 francs demain,
Makambo et la Kakate, ça peut arriver et je serai soutenue par cette caisse. Ok. Je rappelle que c'est une initiative du collectif des femmes de la majorité présidentielle qui a bien entendu initié ou associé, c'est mieux de dire associé, tous les autres acteurs qui sont impliqués aujourd'hui à cette caisse de solidarité nationale. On va tourner cette page pour parler autre chose. Je reviens quand même à cette plateforme. Il s'agit du collectif des femmes de la majorité présidentielle. Madame vice-présidente, est-ce que tout se porte bien par rapport aux femmes que vous gérez? Jusqu'à présent, le tout se passe bien. Parce qu'en fait, le collectif des femmes de la majorité présidentielle est composé des femmes issues des partis politiques. Ce sont nos présidents qui nous envoient. Avec une lettre écrite, on envoie au siège de la majorité présidentielle. C'est comme ça que nous sommes rassemblés et travaillons ensemble. Le collectif des femmes, en tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas à se plaindre parce que nous travaillons. Notre objectif, c'est de soutenir le Raïs dans ses actions. Et c'est ce que nous essayons de faire. Derrière un grand homme se cachent les grandes dames, comme on le dit toujours. Oui. Donc vous êtes là en coulisses à travailler pour lui prêter main forte. J'espère que vous avez le même point de vue que madame. Oui, justement, j'ai le même point de vue. Le COFEMAP, présentement, il se porte bien. Il marche bien, le COFEMAP. Le COFEMAP est en bonne santé, comme on peut le dire, avec la présidente, Madame Joëlle Nyotambadou. Que nous avons déjà eu à recevoir sur ce plateau. Ah, ok, qui est la présidente du COFEMAP. Elle est aussi la présidente de la Ligue des femmes de l'UCP. Avec toutes les femmes des ONG, il y a aussi les femmes des ONG, les ONG qui sont affiliées à la majorité, qui ont signé la charte. Les ONG aussi sont là avec nous, les ONG affiliées à la majorité. En tout cas, tout se passe bien. Et aussi dans nos objectifs de soutenir les actions du chef de l'État et la modernité, la révolution de la modernité. Nous sommes derrière le chef en train de travailler. Pas vraiment en coulisses, mais nous travaillons et les œuvres se voient. Peut-être nous ne parlons pas beaucoup parce que le COFEMAP, chez nous, le principe, c'est parlez-moi et agir. C'est comme le chef lui-même, comme le chef de l'État lui-même, Joseph Kabila Kabange, il ne parle pas beaucoup, mais c'est un homme d'action. Et nous avons emboîté le pas. Les femmes qui ne parlent pas beaucoup, mais les femmes d'action, les femmes qui sont plus sur terrain. Voilà. Et le chef de l'État l'a dit lors des concertations nationales qu'il fallait respecter le quota réservé aux femmes, surtout au niveau de la base, dans les partis politiques, les 30%. Est-ce que vous, au niveau de votre plateforme, vous y réfléchissez après concertation sur la mise en application de cette recommandation du chef de l'État? Oui, nous réfléchissons sur ça, effectivement, entre nous, quand on fait MAP. Mais je crois que ce sont plus les présidents des partis politiques qui doivent penser à ça aussi. Parce que ce sont les présidents des partis politiques qui donnent les noms quand on leur demande de donner les noms des candidats. Parce que nous-mêmes, femmes, dans notre collectif, on ne peut pas prétendre nous-mêmes aller se dire, voilà, moi je suis de tel parti, voilà, je donne ma liste. Mais ce sont les présidents qui doivent réfléchir et penser que les femmes existent et qu'il faut penser à elles. Mais les hommes ne sont pas toujours ouverts par rapport à l'émancipation ou les leaderships de la femme. Par moment, vous convenez autre chose. Quand il s'agit des listes définitives, il y a toujours des magouilles, les femmes sont défavorisées. Voilà pourquoi en amont, je disais qu'il fallait peut-être y penser, réfléchir. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être un lobbying au niveau des femmes elles-mêmes dans leurs partis politiques respectifs pour essayer de conscientiser les hommes notamment? Un peu oui. Je pense aussi que les hommes doivent comprendre. Si le chef de l'État lui-même, il a pris en considération les combats des femmes et il s'est dit, ces femmes, je prends en considération et je leur donne 30%. En fait, ce n'est pas vraiment quelque chose que les présidents des partis politiques doivent refuser de le faire parce qu'ils ont des ambitions exagérées. Je crois que non. Ambitions exagérées? Un peu. Parce qu'ils se disent plus compétents par moment que les femmes? Oui, peut-être.
Peut-être. Pas toujours, mais peut-être. Peut-être ils se disent plus compétents que les femmes, peut-être, mais pas toujours. Hein. Parce que nous fréquentons les mêmes bancs de l'école, nous faisons les mêmes études. Par moment même à l'école, cet homme-là n'était pas plus brillant que moi. J'étais la première de ma promotion, mais cet homme-là, il était le 50e de la promotion. Mais toujours attiré par les pesanteurs sociales qui font à ce que la femme n'évolue pas par rapport à l'homme, alors il en profite pour vous écraser. Oui, justement, c'est ça, il en profite pour nous écraser. Mais je crois que ce temps-là est révolu. Je crois que maintenant, les femmes elles-mêmes doivent prendre conscience de se dire que le 30% qui nous a été donné, ce n'est pas un slogan, mais ça doit être effectif. Et nous, les femmes, nous devons nous battre pour le mériter. Parce que maintenant, c'est la méritocratie qui doit trôner. La femme ne doit plus se dire que c'est parce que je suis femme, c'est ma féminité qui me donne un poste, mais elle doit se dire que c'est ma tête qui me donne maintenant. Je dois me battre, voir par tous les moyens comment me faire imposer parmi mon partenaire, mes partenaires hommes, parmi les hommes, je dois me battre pour m'imposer. Mais aussi, le chef, comme il a dit, si on pourrait peut-être, ça c'est selon mon point de vue, oui. Si on pourrait peut-être découler ça en une loi pour dire aucune liste ne viendra sans femme, aucune liste ne sera présentée sans femme. C'est une loi qui sera votée au Parlement et qui reste dans la Constitution, comme celle de la parité, qui reste dans la Constitution pour dire que donc aucune liste, aucune proposition ne sera donnée sans qu'il y ait le nom d'une femme. Mais il faut y travailler justement parce que il faut qu'on se le dise, c'est pas un gâteau qui s'offre dans un plat comme ça. Il y a cet aspect-là de combativité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et il faudrait que les femmes comprennent, intériorisent ce qui est même l'objectif du chef de l'État par rapport à ce quota-là, et qu'on ait des résultats concrets et palpables sur le terrain par rapport aux prochaines échéances électorales. Vous savez, le chef de l'État, il a compris que on ne peut pas diriger un pays sans les femmes. Je crois que lui-même, il a compris parce qu'il a vu l'apport des femmes dans son mandat, pendant son mandat, comment les femmes l'ont aidé. Le chef, je crois qu'il a compris cela. Et quand les femmes sont écartées, vous savez, les choses n'avancent pas toujours bien. Parce que toi, tu peux te dire que les hommes peuvent tout faire. Les hommes peuvent tout gérer à eux-mêmes, même s'il n'y avait pas une femme. Mais attention, moi, je me dis toujours, selon moi, que c'est une femme qui gère le monde. Parce que le président Obama, là, quand il rentre chez lui, il met sa tête sur son oreiller. Il y a une femme qui murmure à son oreille. Et le matin, quand il se réveille, il en parle sans citer le nom de sa femme. Donc, quelque part, la femme dirige le monde. Quelque part, la femme, elle n'est pas à sous-estimer, parce qu'elle a tout ce qu'un homme peut avoir. Elle a les capacités, elle a les atouts, des potentialités énormes en elle. Tout à fait. Elle peut les exploiter et ça sera profitable pour un pays. Vous ne pouvez pas vous dire nous devons écarter les femmes parce que nous voulons gérer nous-mêmes. Oui, mais attention, vous laissez la matière grise pourrir dans la maison pendant que cette matière grise peut sauver toute une nation. Cette matière grise qui doit s'impliquer aussi, hein? Ah oui. N'est-ce pas, maman? Oui. Moi, je crois que les femmes ont eu un retard parce qu'à l'époque de la colonisation, la femme était pratiquement écartée de l'enseignement. C'était plus l'homme qui évoluait. Par rapport aux traditions, voilà, la femme, elle, c'était la ménagère. Elle faisait quoi? Elle apprenait la couture, elle apprenait des métiers. Oui, les métiers, voilà. C'est ça qui a fait que la femme soit en retard par rapport à l'homme. Aujourd'hui, vous êtes très ambitieuse, qu'on se les dise aussi. Oui, donc ça, c'était vraiment à cette époque. Mais maintenant que l'homme et la femme, nous étudions ensemble, nous commençons l'école ensemble, nous terminons à l'université ensemble. Alors on ne voit pas pourquoi la femme doit toujours être écartée de tout ce qui est politique, de tout ce qui est occupation de poste. Donc maintenant, la femme actuelle a besoin aussi d'être impliquée dans le développement du pays, dans la marche du pays. Mais on reproche justement aux femmes qui aujourd'hui sont impliquées dans la gestion de la chose publique de ne pas traîner derrière elles les autres femmes qui ont besoin d'atteindre aussi un certain niveau. Parce qu'on dit toujours que l'union fait la force, non? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Demain, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est un exemple. Vous devenez ministre de la Santé et derrière vous,
vous oubliez la lutte, vos compagnons des luttes. Ça, c'est la spécialité des femmes. On reproche beaucoup aux femmes d'être solitaires. Ouais. C'est quand même mauvais hein, par rapport... Oui, c'est quand même mauvais. Au fait, par moments aussi, je me dis, l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. La femme, en fait, les autres femmes qui sont déjà... La femme, quand elle est élevée, quand elle occupe des fonctions importantes dans le pays, elles se disent que c'est un cercle vicieux, on reste, on ferme ça pour que les autres ne viennent pas passer. Oui, c'est Or, très nous mauvais. oublions que quand il y a beaucoup de femmes qui atteignent ce niveau-là, qui atteignent ce niveau-là, c'est la fierté des femmes. Et nous oublions aussi que quand tu es là, un jour tu passeras. Or, toi, tu es une femme, tu as fermé le cercle pour que personne ne puisse venir, aucune autre femme n'accède. Et après vous, quelles sont les autres femmes qui viendront pour gérer? Or, pendant que vous êtes là, prenez avec vous les autres femmes, apprenez-les, il faut les rôder, afin que quand toi tu passeras, qu'il y ait une continuité. Tout à fait. Les gens ne comprennent pas, les femmes ne comprennent pas, elles se disent, quand on voit les autres femmes en train de venir, elles se disent, avec le système congolais bigogo, que tu rentres là-bas pour ne pas monter, parce que tu viendras arracher mon ministère, tu viendras arracher mon poste. Or, nous oublions que les hommes passent. Les institutions restent. Un jour, tu passeras et ton ministère restera. Même si tu ne mourras pas, même si tu peux faire 10, 15 ans, mais un jour, le mandat prendra fin. Qui est la femme? Quelle est la femme que toi, tu as préparée pour ta relève? C'est ça aussi. Très important. C'est très important. Les femmes leaders, les femmes leaders, les femmes qui ont déjà accédé à des postes de prise de décision. Je crois que leur rôle maintenant, c'est de préparer les autres femmes à la base, de préparer les autres femmes montantes qui essayent un peu, qui réfléchissent, des autres femmes intellectuelles pour dire après nous. Donc après nous, le règne des femmes passe ou après nous, c'est la continuité. La continuité. Or, nous devons opter pour la continuité. Parce que quand tu es un humain, tu ne prépares personne pour ton remplacement. Qui tu es? Quel genre de leader tu formes? Même un parent, quand tu as un enfant dans la maison, ton fils ou ta fille, la maman prépare sa fille pour qu'un jour, cette fille vienne à défendre sa famille, parvienne à défendre ce qu'elle était. Le papa prépare son fils pour qu'un jour, son fils prenne la relève et gérer ses biens. Et quand toi, tu ne prépares pas ta relève, et quand toi, tu ne prépares pas ta pension, et quand toi, tu es bloqué, tout, tu as bloqué autour de toi, c'est le cercle vicieux, personne n'entre, personne ne passe, personne ne sort, nous sommes là, c'est nous. S'il faudrait qu'on choisisse une femme, c'est parmi le cercle. On ne sait pas regarder la jeunesse montante. Tout à fait. Moi, je crois que c'est alors qu'il y a des compétences qui traînent, c'est une erreur parmi les femmes, mais je demanderai à ces femmes, à toutes les femmes, et y compris moi, nous sommes des femmes leaders, la jeunesse montante, il y a des femmes qui ont déjà accédé à des prises de décision. Ne restez pas fermés, ouvrez le cercle pour que les autres femmes viennent pour assurer votre relève. Alors, je le disais tout à l'heure au début de l'émission que vous étiez dentiste, chirurgien. Chirurgien dentiste. Chirurgien, il y a une nuance. Hein? Oui. Chirurgien dentiste. Oui. Pour une femme quand même, à l'époque, avec la médecine, c'était pas très aisé. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens embrasser cette carrière. Ça n'a pas été facile pour vous, hein? Bon, pour pratiquer ou pour étudier? Étudier et arriver à pratiquer. Oh non. Bon, pour dire que ça n'a pas été facile, non. Parce qu'on a étudié avec les garçons, bien sûr. On a terminé l'école secondaire, on a été à l'université, nous avons terminé. On a des collègues mâles sans problème, avec qui on s'entend, on travaille côte à côte. Donc, ça n'a vraiment pas posé de problème. Bon, c'est plus du côté professionnel. Hein? Oui. Quand vous arrivez maintenant, quand vous cheminez dans une entreprise, il y a des fois, on sent quand même que l'homme est plus favorisé que la femme. Dans les promotions. En dépit de toutes vos compétences. Oui. L'homme est souvent plus favorisé que la femme. Oui, c'est ça plus que j'ai constaté en milieu professionnel. Mais sinon, bon, on travaille. Hein. Mais vous vous y prenez, vous vous en sortez en dépit de toute... Oui.
On travaille, on produit ce qu'on peut produire, on apprécie ce qu'on a fait et on est fiers de ce qu'on a fait. Pourquoi n'avoir pas fait la gynécologie, par exemple, pour soigner les femmes? Qu'est-ce qui vous a attiré? Je sais pas. Ça, c'est un choix personnel. Hein? Oui. Ça, c'est un choix personnel. Oui. C'est parce que, par exemple, il y a l'enfant d'une amie qui me disait qu'elle, c'est une fille qui va faire la psychiatrie. J'ai dit, mais quelle idée, ma fille? Pourquoi tu veux seulement ça? Elle dit, non, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc ça, c'est vraiment un choix personnel. C'est un choix personnel. Oui. C'est là que vous avez eu votre passion vous a bien sûr dirigé de la médecine à la politique. Il n'y a pas eu de transition. Vous avez eu cette soif-là comment d'adhérer à la politique? C'est avec des amis. On a parlé politique. On a essayé de me convaincre. Finalement, j'ai dit, bon, je vais mettre aussi mes pieds là-dedans. Et maintenant, je suis partie. Je suis dans la politique et je suis aussi dans le sport. C'est-à-dire? Je suis la vice-présidente de la fédération de taekwondo. Ah bon? Oui. Ça se passe bien? Oui, pas de problème. Vous-même, vous pratiquez un peu de taekwondo? J'encadre plus les jeunes. Ok. Ok. Et donc, vous avez plusieurs casquettes, madame? Oui. Madame Zaïna, vous êtes femme entrepreneur, je l'avais dit au début de l'émission. Évoluer dans ces secteurs-là aussi, c'est pas aisé. Les femmes évoluent plus dans l'informel. Hein. Elles se cachent avec leurs petites affaires. Elles peuvent avoir 10 000 $, mais pour qu'elles se prononcent comme ça, c'est assez difficile. Et comment ça se passe chez vous? En fait, ça se passe bien. Je n'évolue pas vraiment dans l'informel. J'ai évolué bien, au fait, et aux yeux de tous. J'ai ma petite boutique d'habillement et je suis aussi femme chef d'entreprise parce que j'ai eu l'initiative de créer une société de gardiennage, Jack Security, qui est réservée souvent aux hommes, cette histoire de gardiennage et tout. Mais j'ai osé le faire, donc je suis une femme entrepreneur, justement, mais ça se passe bien chez moi. C'est un peu difficile, oui, parce qu'on est femme, partout c'est un peu difficile. Mais on se bat, au fait, pour se maintenir. Tout à fait. On se bat pour se positionner. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est une manière aussi de garantir l'avenir de la jeunesse qui arrive. C'est pas vraiment difficile pour moi. C'est un combat qu'il faut affronter. Et quand il y a un obstacle, on le contourne, on passe. Alors, vous n'êtes pas tombé du ciel pour vous retrouver dans l'assiette de la majorité présidentielle. Il y a eu un parcours. Oui, je ne suis pas tombée du ciel. Nous avons commencé au Katanga. J'ai commencé au Katanga, légèrement, petit à petit, dans le PPRD à l'époque. Nous avons commencé avec le ministre Mouyej. Nous étions là. Dans le PPRD à l'époque au Katanga, on se battait petit à petit. Et comme j'étais la présidente des épouses des femmes, alors les femmes des militaires au Katanga, le regroupement des épouses des femmes militaires, j'étais d'abord la vice-présidente et après j'ai été la présidente. Oui, et avec ces femmes-là, on essayait de faire la politique tout en faisant comment je peux dire, la mobilisation, comme un groupe de mobilisation. On vient, on vous appelle, vous allez, vous chantez, vous dansez. Ça commence toujours par là. Avec les femmes, on vous appelle, vous allez dans un parti, vous dansez, vous chantez pour les chefs, pour les présidents et tout. Après, vous rentrez. C'était d'abord comme ça. Mais je reproche toujours aussi, justement, je vous arrache un peu la parole, les partis politiques, de par moment, n'est limité que le rôle de la femme à ce fait-là de chanter, de clamer pour Est-ce vraiment seulement les partis politiques? Moi, je crois que c'est la femme elle-même. La femme, quand elle vient, quand vous lui parlez des ambitions politiques, quand vous lui dites des choses sérieuses, moi, je ne connais pas ces choses-là. Moi, je suis venue seulement, elle danse, on lui donne 100 000 francs et puis elle rentre, un t-shirt, un pan. Mais c'est dû aussi au niveau d'instruction, hein, parce que... Elle s'arrête là. Mais moi, par contre, c'est vrai qu'on avait commencé par là, groupe de mobilisation, vous venez quand on vous appelle, mais puis après, je me suis dit, je suis une femme intellectuelle, j'ai quand même étudié, j'ai aussi des ambitions, je voudrais aussi servir mon pays, et j'ai commencé à monter les échelons. Par exemple, au Katanga, je gérais les femmes dans
la commune de Lubumbashi, au sein du PPRD, et puis après la commune de Lubumbashi. On montait tout doucement, nous avons monté tout doucement, et puis après, bon, je me retrouve dans le Panader, où je gère la Ligue nationale des femmes. Je ne suis pas seulement de Kinshasa, je gère la Ligue nationale des femmes. Vous voyez, quand vous vous retrouvez dans un parti politique, vous devez exprimer vos ambitions, faire ressortir ce que vous avez en vous pour que vous ayez l'estime de vos chefs, de vos présidents des partis, pour que vous puissiez gagner leur confiance. Ça, c'est la responsabilité des femmes d'abord. Oui, ça, c'est la responsabilité des femmes. La femme doit chercher à mériter ce qu'elle a, ce qu'elle veut avoir. Donc, ce n'est pas... Je viens, je danse aujourd'hui, vous me donnez un pagne, un t-shirt, je rentre, et demain, je danse encore. Non, demain, je viens aussi. Je me dis, mais non, pourquoi moi, je dois continuer à danser? Vous ne pouvez pas même me mettre là-bas, que je sois même la cheftaine des danseuses. Vous devenez la cheftaine des danseuses, et demain, vous vous dites, ah, mais pourquoi je vais rester seulement la cheftaine des danseuses? Pourquoi seulement les femmes? Je vais aussi entrer un peu là-bas. Et quand vous travaillez, au fur et à mesure que dans le parti, on voit la manière dont vous travaillez, je crois que vous allez mériter l'estime de votre président. C'est ainsi que j'avais commencé par le PPRD et j'avais quitté le PPRD. Et puis après, aujourd'hui, je me retrouve dans le Panader avec Jean-Marie Boulambo qui a vu que cette femme ne pouvait pas rester dans les coulisses. Elle doit ressortir parce qu'elle a quelque chose en elle. Parce que vous avez quelque chose en vous et vous avez des ambitions. Hein? Ah ouais. Vous avez des ambitions. Des ambitions. Prochaines échéances électorales, je ne vais pas vous laisser dévoiler vos ambitions, mais quand même, moi, je dois me jeter à l'eau par rapport à cette question. La machine tourne au sein de la Commission électorale nationale indépendante qui ne cesse de nous rassurer que les calendriers seront respectés par rapport à la poursuite du processus. On reproche toujours aux femmes de ne pas voter les autres femmes. Est-ce que la donne pourra changer par rapport aux prochaines élections? Au niveau de la base, vous sensibilisez les femmes à donner leur voix aux autres femmes. Qu'est-ce qui explique aussi ces phénomènes-là en même temps? C'est parce que vous avez un coût d'achat assez faible? Vous n'avez pas un pouvoir d'achat faible? C'est le problème de pouvoir d'achat, c'est le problème d'argent. Parce que la femme, elle veut celui qui vient lui donner 1000 francs, 1500 francs, 2000 francs, et elle donne, elle vote pour, elle donne sa voix pour la personne. La femme, elle ne vote pas pour les idées, mais au contraire pour l'argent qu'elle a reçu, le pain qu'elle a reçu, le t-shirt qu'elle a reçu. Je crois que c'est aussi le travail de la CENI de sensibiliser ces femmes-là aussi à la base, de pouvoir aussi leur dire que le vote n'est pas fonction d'argent. Le vote n'est pas fonction des biens matériels, mais les votes sont fonction de l'intelligence, du plan d'action de la personne, comment cette personne, quel projet de société que ce parti présente, quelles sont les idées que cette femme a, je pourrais voter pour la femme. Mais comme l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Tu peux te présenter et se dire, ah, et celle-ci, quand elle ira là-bas, elle va nous oublier. Elle va nous oublier. Oui, elle va aller là-bas prendre de l'argent. C'est pas faux également. Ce n'est pas faux. Mais pourtant, les hommes aussi font de même. Il y a des hommes qui ont été élus en 2006, qui n'ont pas été réélus en 2011. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié aussi leur base. Donc, ce n'est pas seulement les femmes qui font ça, mais nous, dans le COFEMAP, notre rôle, c'est de sensibiliser ces femmes, les éduquer pour un vote utile. Que la femme puisse voter utile, que la femme ne vote pas pour quelque chose qui est éphémère, qui passera. Quelque chose qui va passer. Alors, l'émission est en train... oui, madame? J'allais ajouter que ce travail-là doit être fait aussi au niveau de nos partis. Donc, chacun de nous, dans son parti, doit faire un effort pour préparer sa base, expliquer à la base, parce que la plupart des gens qui sont à la base, ce sont des mamans qui viennent pour les t-shirts et tout ça là-bas. Mais essayons de leur inculquer dans la tête,
comment se comporter quand on est devant les urnes. Les élections. C'était donc l'émission Femmes. Merci, mesdames, d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Je rappelle qu'à ma gauche, il s'agit de Madame Carole Zaina Katanga, et les femmes entrepreneurs, trésorières et cofondatrices du collectif. Il faudrait ajouter que je suis la présidente de la Ligue des femmes du Panama. Tout à fait. Vous êtes présidente au sein de votre parti par rapport aux femmes, hein, de la Ligue de femmes de votre parti, et vous êtes cofondatrice du collectif des femmes de la majorité présidentielle. Et en face de moi, j'avais Dr Mwimba Rissassi Maningo Georgette. Elle est chirurgien dentiste. Cette fois-là, je crois que j'ai respecté la procédure. Vice-présidente du collectif des femmes de la majorité présidentielle. Cofondatrice aussi. Cofondatrice aussi. Bonne chance. Vice-présidente nationale chargée de la femme au sein de l'ULDC. Alors, vous n'avez pas dévoilé vos ambitions, mais je vous souhaite bonne chance dans votre carrière politique. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro. Merci de votre fidélité à nos programmes.